Allez, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la première brique pour une collecte qui va avoir lieu dans quelques jours. La première brique, c'est une plateforme qui finance des opérations de marchand de biens, un petit peu de promotion. Le projet du jour, il va se situer aux alentours, enfin, dans la région nord-est, à proximité du Luxembourg. Petit rappel, on fait des vidéos qui sont à titre informatif. Je ne suis pas conseiller financier. Et si vous investissez sur ces projets-là, vous le faites en toute connaissance de cause, sachant que vous avez un risque de perte totale ou partielle de votre capital, pardon, potentiellement un risque d'illiquidité, et puis les opérations peuvent des fois un peu moins bien se dérouler que prévu. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle que si vous voulez investir, vous avez une possibilité. On a des codes d'affiliation et de promotion. Donc, si vous inscrivez UHQSG7 lors de votre inscription sur la première brique, eh bien, vous pourrez bénéficier de 2% de rendement supplémentaire ça vous permettra d'augmenter votre rendement. Le projet dont on va parler, c'est celui-ci. Il s'appelle l'Étoile. L'opération L'Étoile se situe à Rombas, à proximité de Metz. Donc on est dans le nord-est de la France, en Moselle, ou dans l'est, ça dépend comment on l'appelle. Euh, on a un projet qui consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant un bar, une salle de danse et des logements aux étages. Donc on a actuellement du local commercial en bas et des logements aux étages. C'est un grand ensemble immobilier parce que il va être réaménagé cet ensemble, divisé, réhabilité pour proposer 13 lots qui seront proposés en plateau brut à aménager. Donc plateau brut à aménager, ça veut dire qu'en gros, on amène des compteurs, on amène des évacs, on amène des arrivées d'eau, et puis ensuite les acheteurs vont faire leur affaire de réaliser les travaux. Donc on vise des coûts de revente généralement un peu plus bas, qui permettent en fait aux acheteurs de supporter les travaux et de pouvoir avancer sur leur opération. On va revenir sur le bilan global, mais on est sur un montant de prix de revient de 574 000, 674 000 de prix de vente, soit 100 000 euros de marge, 15% de chiffre d'affaires après financement. C'est pas une marge qui est très élevée si je le vois comme ça. Cependant, on a une pré-commercialisation qui est mentionnée à hauteur de 87%. On va revoir un petit peu tout ça. Si on voit que la marge, on se dit bon, c'est pas énorme, mais la pré-commercialisation étant là, c'est quand même un bon point et on va décrire un petit peu tout ça. Pareil sur le porteur de projet, 31 ans, il a déjà fait plusieurs opérations et notamment avec le crowdfunding. Donc là, il vient pour la troisième fois avec des projets déjà remboursés, donc ça aussi c'est plutôt un bon point. La structuration, ça va être 460 000 de levée à 11%. Et je vous rappelle, vous pouvez bénéficier de 2% supplémentaires, on passera à 13%. Projet qui a prévu de durer 6 mois, sur lesquels il y a une hypothèque de premier rang et une caution perso du porteur de projet. Donc comme d'habitude sur nos analyses, on reviendra après sur la synthèse et on verra si ça colle. Au niveau du projet, on est situé entre Metz et le Luxembourg, à proximité de Thionville, à proximité de Wappy, une autre ville. Donc on est à Amnéville en 5 minutes, Metz en 20 minutes, Thionville en 25 minutes, Luxembourg en 1 heure, Luxembourg en 1 heure selon les bouchons. Connaissant un peu le coin aussi, je sais que ça peut mettre beaucoup de temps des fois. Ça, c'est un point. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo, une piste de ski intérieur à 7 minutes. On se croirait à Dubaï. Et non, on est en France. Donc piste de ski intérieur à 7 minutes de là. Donc là, on a les temps de transport à proximité. Bon, je pense que c'est vraiment beaucoup de gens qui vont aller travailler sur Thionville, au Luxembourg ou sur Metz, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une très très grande ville, je la connais pas exactement, la ville de Rombas, et on a ici un train Clombas, Rouange, Rombas, pardon, Rombas-Clouange, qui sont à proximité, donc vous allez voir l'ensemble immobilier, je l'ai mis ici. Donc du coup, on a, pardon, tout ce bloc-là, ici, ce bâtiment, vous voyez, ce bâtiment-là aussi, et jusqu'ici, où c'était le restaurant et les étages au-dessus. Donc le bâtiment, on va y revenir un petit peu. Vous voyez, il y a un peu d'herbe sur le toit. On a des balcons sur le côté. Alors on voit pas de grandes façades. On voit un bâtiment qui est un peu abandonné là comme ça. Mais de base, je vois pas de grosses fissures ou de points vraiment très problématiques sur l'extérieur, hein. Quand on le regarde de cette façon-là, encore une fois, j'ai pas tout vu, j'ai pas pu tout analyser parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros problématiques, si ce n'est une façade à ravaler. euh, mais déjà,
Ça, c'est un premier point. On va revenir sur le projet, sur le descriptif de l'actif. Donc oui, bah, vous voyez, comparé à d'autres projets qu'on a pu voir, la note maximale qui est autour et la note attribuée, bah, effectivement, c'est un secteur un petit peu plus de province, un peu plus rural. On est sur une ville de moins de 10 000 habitants, 9 667. C'est assez stable euh, en termes d'environnement de projet. Alors moi, ce que j'ai noté de suite quand je suis arrivé sur le map, ben c'est ça là-haut. C'est un grand pont. Et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et en fait, ben, a priori, si je dis pas de bêtises, c'est une nationale. Donc vous avez une 2 fois 3 voies qui est à côté de l'actif immobilier. Alors ça, c'est quand même parfois un problème. Alors l'actif, il est sur toute cette partie-là, qui a un grand terrain derrière. Pour info, on va le revoir sur la parcelle cadastrale. Mais on a cette voirie à proximité là, et à mon avis, c'est quand même un point qu'il faudra prendre en compte éventuellement dans l'analyse, malgré la commercialisation, etc. Comment je l'ai vu aussi, effectivement, on voyait qu'il y avait, j'avais pas fait tant attention, ben, ces éléments-là, voie ferrée la plus proche 150 mètres, une route la plus proche 18 mètres, niveau de bruit fort. Alors j'avais jamais vu qu'il y avait ça dans les analyses. Euh, je l'ai vu a posteriori en fait en recherchant s'il y avait des éléments sur cette voie ferrée, enfin pas cette voie ferrée, mais sur cette nationale. Et ben, c'est comme ça que je l'ai vu par la suite. Donc sur cette ville, on a plutôt des appartements à près de 60%. On a des surfaces, ben, bon, comme souvent, on a une répartition un petit peu en cloche, hein, avec des appartements de 60 à 100 mètres carrés qui représentent presque 60% des logements. La population d'âge, le groupe le plus représenté, 20% de 0 à 17 ans. Et après, il y a 20% de personnes de plus de 65. Et ensuite, bah, pareil, on a les 25-54% qui représentent près de 50%. Ah non, 38,9, 40%, pardon, sur la période, on va dire jeunes adultes, jusqu'à 54 ans, jeunes adultes. Au niveau des extérieurs du projet, bah, c'est ceux qu'on a vus. Alors là, c'est des belles photos sous le soleil. Elles sont mieux d'ailleurs ces photos. Donc on a toute cette bâtisse de droite à gauche ici. Là c'est la vue en angle, hein. Là c'est une vue depuis la nationale, je pensais depuis le pont. Et là on revoit notre bar, notre restaurant avec la façade qui était un petit peu abîmée un peu partout. Sur la toiture, j'ai pas trop d'infos à ce moment-là. Et là on voit le rez-de-chaussée. Donc là on doit être sur le rez-de-chaussée sur rue. Donc c'est très encombré, c'était un bar. Des fois, il y a des choses à récupérer dans ce genre d'ensemble immobilier. On ne sait pas trop quoi faire de tout ça, donc il faudra débarrasser ou vendre, faire un vide maison, vide immeuble. Là, on arrive sur une deuxième partie qui est un peu plus, je dirais, problématique quand on regarde les photos. Alors, c'est pas problématique en soi, mais c'est problématique sur le niveau de réhabilitation nécessaire pour cet ensemble. Euh, donc je pense que ce qu'on voit ici, ben, c'est des planchers pourris ou peut-être un incendie. Je me pose la question. Et là, on voit vraiment du jour. Donc je pense que la toiture de l'ensemble immobilier est morte et en fait, il a beaucoup plu. Le placo et toutes les plafonds sont tombés. Si c'était du placo, mais vu comme c'est en miettes, je pense même pas. Donc tous les plafonds sont tombés, on voit le jour partout, et c'est pour ça qu'il y a une grosse réfection de la toiture. Vous le verrez dans le budget des travaux par la suite. Donc là, la toiture doit être aussi un peu abîmée, il y a des plafonds qui sont tombés. Peut-être qu'on pourrait le voir si on zoome. Ah ben, alors, si on zoome là, on va pas la voir. Mais cette partie, je pense que c'est potentiellement. Alors, je pense que c'est ce bâtiment, si, dont on voit la toiture largement abîmée. Sinon, j'ai du mal à comprendre où ça pourrait être. Et du coup, bah, si cette toiture est complètement fuyarde, bah, vous imaginez bien qu'en dessous, ça va pas très 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 fort. C'est certainement ce qui permet aussi de négocier et d'acheter bas, mais ça nécessite bah, des travaux importants. Le point que je voudrais être certain, mais vraiment en vue de la couleur, etc., c'est que je pense que c'est vraiment juste de l'infiltration et pas un incendie, parce que les incendies peuvent vraiment abîmer les structures des bâtiments et peuvent être beaucoup plus complexes à gérer. On a d'autres photos du rez-de-chaussée, donc je pense que ça c'est plutôt une autre bâtisse. On voit une entrée, on voit une cage d'escalier ici. On va voir les visuels après des étages, si je dis pas de bêtises, où il y a des appartements. On a la cave du bar où il reste un peu de stock d'ailleurs, vous le voyez. Et ça doit donner dans les jardins, plutôt dans le reste de la parcelle.
Et voilà, vous avez les premiers étages, donc c'est des appartements. Alors j'imagine souvent il y avait des cafés, cafés-hôtels, ou cafés avec les logements de fonction des gérants. Donc bon, bah, c'est très encombré, mais ça a l'air quand même relativement sain, en état à rénover, mais sans problématique entre guillemets particulière sur les appartements, hormis de la rénovation à faire. Donc voilà, vous voyez encore des photos supplémentaires, deuxième étage, dernier étage. Intéressant de toujours de voir le dernier étage, s'il y a des fuites, on les voit quand il y a des mansardes, des choses comme ça. Alors là, je sais pas très bien ce que c'est ces scotch là pour tenir. On dirait qu'il y a des scotch qui ont permis de tenir un peu les dalles qui fermaient, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème particulier à ce niveau-là. Euh, Peut-être sur celui-ci où on a quelque chose là. Bon, dans tous les cas, vous allez voir, il y a pas mal de travaux qui sont entrepris. Donc certainement que ça va remédier à tous ces problèmes. Donc là, on a des plans au niveau du rez-de-chaussée. Donc on a un lot, deux lots, trois lots, quatre lots. Le lot 0 qui doit être le lot extérieur. Le lot 1 qui est un appartement. Donc ici, ça doit être des parties communes, j'imagine. Le lot 2 qui est ici, 49 mètres carrés. Le lot 1, on a dit 56 mètres carrés. Ce que j'ai peut-être un peu de mal à comprendre, c'est que j'ai l'impression, alors, c'est peut-être un effet d'optique, mais que le lot, non, le lot 1 est plus grand, parce qu'il n'y a pas les parties communes dans le lot 2, donc c'est ok. J'avais l'impression que celui-ci était plus petit que l'autre, donc c'est ok. Donc deux lots, troisième lot 30 mètres carrés, quatrième lot 32 mètres carrés 10. Donc là, on va faire 4 lots au rez-de-chaussée. Ensuite, on a un premier étage où on va avoir un, 2, 3 lots, des lots entre 30 et 43 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'à côté, on n'a pas, hein, vous voyez votre bâtiment là, au-dessus ici, on n'a pas de R plus 1. Donc on est à 4 plus 3, hein, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 4 plus 3, 7. Au deuxième étage, 8, 9, 10, 3 lots encore, entre 30 et 40 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 10, 11, 12 lots, donc le lot 11 et le lot 12, très bien. Et j'ai pas de 13e lot. Donc je ne sais pas où est le 13e lot, on va regarder un peu dans la grille de vente. Donc je vous disais, c'est toute la bâtisse, plus toute la longueur ici avec ce terrain. Donc on est au bordure de National. Là, il y a un passage sur le côté, mais je ne pense pas qu'on puisse réellement construire. Il y a peut-être une idée à réfléchir sur de la promotion sur la partie arrière ou en deuxième rideau, mais faire de la promotion à côté d'une nationale, et s'il n'y a pas un passage qui est suffisant, je pense que ça a peut-être été étudié que le projet passe en promotion immobilière et ça n'a pas suffi ou ça n'a pas pu convenir. On va regarder là, j'aimerais bien voir les petits lots. Donc on a parlé, ah ben voilà, c'est le local qui est viabilisé au rez-de-chaussée de 245 mètres carrés qu'on n'avait pas compté. Parce que là, on n'avait que des lots qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lots, dont les 12 appartements plateaux ou le local au rez-de-chaussée, et un local viabilisé de 245 mètres carrés. C'est celui-ci qu'on n'avait pas, et qui, je pense, est bah, dans la bâtisse annexe, celui où il y a la toiture qui est effondrée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce marchand, au niveau du bilan financier? Il a acheté 210 000 plus les 5 500 de frais de mutation, frais réduits. On est à 215 500, soit un prix d'acquisition à 305 euros du mètre carré. Rapidement, pour vous faire un comparatif, alors c'est du meilleur agent, mais vous voyez que les prix, ils vont de 1200 à 2400. Donc, il a acheté 4 fois moins que le prix bas. Donc il a acheté de façon confortable, mais des ensembles immobiliers comme ça s'achète à des prix bas. Ça s'achète à des prix bas parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux, beaucoup de portages. Là en plus potentiellement on est à côté de la route, comment s'appelle la route de la vallée de la Fench. Donc certainement une décote. Moi je pense qu'il y a quand même des décotes sur ces biens. C'est un prix estimatif avec meilleur agent, hein, c'est pas du sûr et certain. Il y a des transactions, vous verrez après, mais il y a quand même peu de transactions dans cette ville, hein, c'est une petite ville de 10 000 habitants, donc il a quand même bien acheté. Néanmoins, on est sur un ensemble assez atypique et il fallait bien l'acheter parce que sinon c'était compliqué. D'ailleurs, déjà on voit là que la marge elle n'est pas énorme, donc il n'aurait pas pu l'acheter beaucoup plus cher. Donc on a un budget pour mettre en plateau qui est de 265 947 euros, donc un coût de travaux de 386 euros du mètre carré. Alors ça c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment, 300 à 400 euros du mètre carré pour mettre en plateau. Ça semble cohérent, d'autant plus que dans ce budget travaux, il y a des menuiseries
Donc il y a, alors les menuiseries, je sais pas ce que c'est le détail exact, mais je sais pas s'ils changent des fenêtres ou s'ils refont certaines menuiseries d'éléments peut-être structurels, peut-être certains planchers, etc. Même s'il y a un point sur la réfection du plancher à 2640. Le curage 3300. Alors pour débarrasser la totalité, je trouve que c'est relativement peu cher. Ils vont peut-être mettre un peu la main à la pâte. Mais enfin, enlever tout ce qui est à l'intérieur, ça va demander pas mal d'allers-retours à la déchetterie avec des professionnels, c'est payant la plupart du temps. Donc le prix me semble pas énorme, mais bon, tout est détaillé, donc j'imagine qu'il y a des devis et que ça a été déjà validé de ce point de vue-là. On a deux points qui augmentent quand même le coût de la mise en lot, qui sont la réfection de la façade à 40 743 euros et la réfection de la toiture à 45 000 euros. Donc on a une réfection de la toiture sur l'espace qui est complètement défoncé, hein, on peut le dire, 45 000 euros et 40 743 sur la façade. Il peut y avoir des problématiques, et certains peut-être qui verront la vidéo pourraient lever des problématiques de TVA sur ces travaux-là. Encore une fois, bah, j'espère qu'ils sont accompagnés là-dessus, qu'ils ont validé tous ces points-là et qu'ils ne font pas la remise à neuf d'un immeuble parce que lorsqu'on touche à plus de 50% des éléments de fondation, des éléments structurants, potentiellement plus de 50% de toutes les toitures de l'ensemble immobilier, plus de 50% de toutes les fondations, plus de 50% de tout le gros œuvre ou des ouvertures, etc. On va passer sur des problématiques de TVA, sur des prix de vente qui pourraient être problématiques sur cette opération. Donc on considère qu'ils ont bien étudié ces points-là. Donc si on réévaluait les prix au mètre carré, on va calculer le nombre de mètres carrés qu'il y avait. Donc il y a 266 000 euros fois 1 sur les 386. Donc on a 690 mètres carrés a priori. Donc 690 mètres carrés. Et si on enlevait les 85 000, donc 85 000, on tomberait à 180 000 euros. Donc 180 000 euros sur 690, on tomberait sur du 260 euros du mètre, donc un peu moins de 300 euros pour la mise en plateau. Bon, c'est cohérent, c'est plutôt bas, mais c'est quand même cohérent. On tombe pas sur des chiffres complètement déconnants. Donc au niveau des travaux, je trouve ils sont justes. Alors 5% d'aléa, peut-être un peu plus. Moi, j'aurais mis sur ce type de projet pour être certain. Le problème, c'est que si on rajoute 5% d'aléa, ça faisait 12 000 euros de plus et la marge, elle passait de 100 000 à 88 000 et puis on passait encore sous les 15% de marge. Donc c'est peut-être ça qui était un peu problématique. On a des frais de géomètre et d'études diverses, un dossier d'urbanisme qui a été déposé pour la division, j'imagine, et pour peut-être le ravalement et tous ces points, mais ça doit être mentionné après, une assurance. Alors je sais pas ce que c'est cette assurance, parce qu'elle me semble relativement peu chère, mais peut-être que c'est une DO, un dommage ouvrage. On doit avoir le détail après, puis ensuite des frais financiers. Hein, première brique et honoraires d'agence. Et ensuite, on a les différents lots qui sont sous promesse. Donc 120 000, 50 000, 60 000. Donc des petits prix. Hein. Hormis le premier lot et le plus gros lot a été vendu, il reste deux petits lots. Des plateaux au premier étage de 27 et 39 mètres carrés qui sont vendus entre 37 000 et 54 000. Prix de sortie 980. Puis on parlait des prix 980 en prix de sortie sur des prix bas de plateau. Ça reste quand même sur des prix importants pour des plateaux, je trouve, à mon sens, mais la preuve est potentiellement faite de la validité des prix. Eh bien, bah, c'est ce taux de commercialisation déjà qui est de 87%, qui est mentionné, et qui permettra en fait d'avoir, si vous faites le calcul, 57, enfin 37 plus 54, on va arriver quasiment au montant de la marge. Donc en fait, s'il arrive à acter toutes ces promesses-là, le prix, le montant de l'apport des quasi-fonds propres par la première brique, donc les frais des investisseurs, etc., plus le montant de l'apport de l'opérateur seront remboursés, il ne restera plus que de la marge. Reste à valider que ces promesses soient sans condition, et ce n'est pas complètement le cas, donc on va y venir juste après. Donc dans cette opération, la compromis de vente il date du 6 juillet, prix foncier maîtrisé, on en a parlé. On a à l'heure de la signature un ensemble immobilier composé d'une salle de danse, un bar, différents logements et grand espace de stationnement. Donc certainement qu'il va y avoir peut-être des changements de destination pour une partie, on va y venir. Et des points sur les travaux qui sont effectués. L'enveloppe travaux, on en a parlé. Différents corps d'État permettant d'optimiser les charges liées aux différents prestataires. Alors oui, bon, je dirais que des fois,
Il est mentionné qu'une entreprise tout corps d'État peut simplifier la gestion aussi. Donc bah, c'est variable. L'idée, c'est quand on va avoir différents corps d'État, d'être capable de les synchroniser. Et ça, c'est un point qui est clé. Le cahier des charges comprend la réfection de la toiture et de la façade, on en a parlé. Réaménagement des cloisons, reprise des menuiseries en vue de l'aménagement de plateaux bruits. Donc voilà, il y a des reprises de menuiseries, donc ils vont changer les fenêtres. Et l'ensemble sera réhabilité et pour laisser des plateaux qui vont avoir des aménagements par la suite. On est OK là-dessus, on avait tout vu. Modification de l'aspect intérieur via la création d'une ouverture et le changement des menuiseries. Autorisation d'urbanisme qui a été déposée, une DP déposée le 6 novembre 2023. Alors bon là je trouve c'est dommage parce qu'en fait le 6 juillet il s'est mis sous compromis et il l'a déposé qu'en novembre. Donc août, septembre, octobre, novembre. Donc il a mis 4 mois pour déposer une DP. Euh, c'est dommage d'avoir perdu 4 mois. C'est dommage de l'avoir déposé si tardivement, bah, parce que pourquoi? On se retrouve avec une autorisation qui est obtenue le 5 janvier, mais qui ne sera purgée du recours des tiers que le 5 mars. Et donc du coup, il va faire une acquisition sans cette autorisation d'urbanisme complètement purgée. Alors peut-être que c'est une petite ville, peut-être que d'ailleurs il y a des réglementations particulières en Alsace-Moselle par rapport à ça, mais je ne pense pas. Et du coup, on a une autorisation qui n'est pas complètement purgée, alors que s'il l'avait déposé entre guillemets le plus vite possible, il l'aurait eu purgé et ça aurait permis peut-être plus facilement bah, de sécuriser ce point-là, parce que bah, imaginez qu'on ait un recours, bah, une fenêtre qui n'est pas ouvrable ou les changements de menuiserie qui ne sont pas autorisés. Bon, c'est peut-être des coûts en moins, mais c'est pas terrible par rapport au bilan et au projet qui est présenté. Donc ça, c'est un petit point faible. Je l'ai noté quand j'ai parcouru rapidement la note d'Urbain en avant. Et je pense que bah, là, il aurait pu améliorer un tout petit peu ce point-là. On a ensuite la commercialisation, et ça c'est un point hyper important. Chiffre d'affaires 674 899. Et donc il y a 13 lots, 7 promesses de vente signées. Sauf que, et ça c'est important toujours de regarder, on a les pourcentages en lots. Donc 7 lots sur 13, vous vous dites, bah, c'est combien de lots qui ont été signés Euh, X% des lots, mais des fois c'est pas le même pourcentage en chiffre d'affaires, si on a vendu des gros lots ou des petits lots. Donc il y a quand même 87% du chiffre d'affaires qui est sécurisé. Euh, et pourquoi on n'a que 7 promesses de vente pour 13 lots et 85% en lots? Parce qu'il y a des acheteurs qui achètent plusieurs lots. Donc il y en a un qui prend 3 lots et c'est en fonds propres. Donc ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout. Donc soit 35 999 qui sont sécurisés. Ensuite, il y a deux acquéreurs qui font un financement. Ils achètent 4 lots à deux. Donc 2 lots chacun, certainement, quelque chose comme ça, pour 177 900. Et donc là, c'est très bien expliqué. Il y a un chiffre d'affaires sécurisé de 313 899 euros. Donc on a 47% du chiffre d'affaires total et 68% du montant collecté. Donc il restera, une fois ces lots vendus, encore 32% du montant collecté qui sera entre guillemets en risque sur une somme qui reste à vendre. Ensuite, on a 4 autres acquéreurs. Donc on a bien dit un premier acquéreur plus les deux autres, ça en fait 3, il en reste 4 sur les 7. Les 4 autres acquéreurs, ils ont des conditions suspensives de financement, et ça je trouve c'est très dommage. Alors j'imagine qu'ils doivent emprunter aussi des travaux, mais vu les montants, enfin j'ai pas les montants exacts, mais quand on va sur des opérations entre 30 et 60 000 euros, il faut essayer de favoriser un maximum des acheteurs cash, parce que là en fait ça aurait vachement plus sécurisé l'opération, ou alors commercialiser très vite pour que s'ils ont des conditions de financement, ils puissent les lever avant qu'on aille sur des collectes comme ça en crowdfunding ou en banque. Ça aurait été l'idéal. Donc ça, c'est un peu dommage parce que bah, du coup, bah, il y en a une partie qui peut avoir un aléa et peut-être que sur les quatre autres acquéreurs bah, qui achètent 4 lots, hein, pour le coup, ils achètent chacun un lot. On pourrait peut-être en avoir un ou deux ou trois ou quatre. Hein, voilà, on a toujours de l'aléa, mais on va se dire peut-être qu'il y en a un ou un qui va avoir une promesse qui pète et du coup, bah, il faut recommercialiser. Donc il y aurait plus deux lots à commercialiser, mais trois. Donc ça, c'est le seul point sur la commercialisation que je trouve un petit peu dommage par rapport aux promesses de vente. Au niveau des prix, bah, lui, son prix de sortie, il est de 980, donc on est en dessous des prix bas, mais c'est normal, on vend du plateau. Donc on vend du plateau, on vend pas du à rénover, on vend du à créer. C'est un peu plus pire, j'aurais tendance à dire. Donc on est dans les prix bas, donc c'est normal. Il ne faudrait pas qu'il baisse beaucoup parce qu'on n'a pas une grande marge de manœuvre quand même par rapport à ça. Après, on est quand même sur des prix qui sont bas en numéraire, c'est-à-dire qu'on est sur des plateaux qui sont à moins de 40 000 euros pour certains. Si les personnes font les travaux partiellement par eux-mêmes, etc., on va avoir ben, potentiellement des prix de finis qui sont entre 50 et 60 000 euros pour certains logements.
Et donc ça, bah, c'est une bonne stratégie quand même pour des acquéreurs qui auraient des primo-accédants ou peut-être des investisseurs, s'il y a peut-être un peu de demande locative, je ne connais pas trop le secteur par rapport à ça. Ils en parlent un petit peu en fin de plaquette d'études de marché. L'évolution au cours des 2 dernières années, enfin une petite augmentation de 3,6% liée notamment à des investisseurs sur le secteur. Donc ça c'est un point que je ne peux pas confirmer. Si vous avez des infos sur la ville, vous pourrez nous dire tout ça, mais ça c'est, j'imagine, l'opérateur qui en a parlé. On a une évolution des prix médians sur les différents points, euh, les différentes dates. Donc on est entre 1780 et 1510. Parfois on est descendu quand on était dans la période un peu plus creuse à 1370. Donc on est allez, entre 1370 et 1780. C'est ce qu'on retrouvait globalement sur les études de prix. On a la part de résidence principale, la part de locataire, la part de propriétaire. Donc on voit que c'est pas un endroit où il y a trop de résidences secondaires. Les prix médians sont mentionnés ici. Donc ça, c'est des études complètes. Alors, je crois que le logiciel utilisé, je le connais. Et on a fini un peu sur notre étude de secteur sur l'opérateur maintenant. Ça, c'est important. Marchand de biens, 5 années d'ancienneté dans le métier, 2 projets finalisés avec la première brique. Monsieur Condelo Julien, il a 29 ans et il a d'abord travaillé dans les nouvelles technologies. Et à côté de ça, il faisait des réhabilitations d'immeubles. Donc j'imagine que c'était plutôt pour du patrimonial locatif. Et puis en 2019, il a fait le choix de se concentrer sur une activité de marchand de biens, mandataire chez Chasseur de Renta, qui est un chasseur de projets locatifs. Donc je pense qu'il a accompagné pas mal d'investisseurs là-dessus. Peut-être même qu'il a revendu à des investisseurs de son portefeuille, pourquoi pas. 2 projets qui ont été déjà remboursés conformément aux engagements et la société qu'il détient, c'est J Immobilier. Il la détient à 100%. Elle a été créée en 2018 et c'est pour faire ses opérations. 2 projets réalisés déjà sur Rombas, donc ça c'est un point positif, parce que c'est la même ville que le projet L'Étoile, donc il maîtrise la ville, il maîtrise le secteur, et ça c'est également un bon point en faveur de cette opération. Donc au niveau du bilan, il a un chiffre d'affaires pour 2021 qui est de 67 000 euros et un résultat net de moins 28 000. Donc ça je ne comprends pas trop le résultat net qui peut être si négatif. Alors il a dû engager des frais et pas vendre, donc ça j'imagine, hein, c'est ce que je comprends bien là-dessus. Euh, je regarde un petit peu sur le détail du bilan. Des dettes obligataires. D'accord. Donc en fait, c'est qu'il a dû faire une levée avec des dettes obligataires et des frais payés, notamment en fait les frais de dossier d'une plateforme peut-être, et que ces frais ont été sur la boîte, passés sur l'année 2021. Il a revendu qu'en 2022, reconstituant un résultat net un petit peu plus important. Néanmoins, on se retrouve quand même avec un chiffre d'affaires sur 2022 de 129 000 euros et un résultat net uniquement de 16 969. Donc il améliore son résultat de boîte, il passe de moins 28 000 à 16 000, sauf qu'il manque toujours un petit peu de fonds. Donc j'imagine que c'est sur peut-être une autre opération qu'il n'a pas encore terminée. On n'a pas le bilan de 2022, donc je pense que c'est là le résultat qui s'explique de cette façon-là parce qu'on a 129 000 euros de chiffre d'affaires seulement et il manque encore une opération. Donc je pense que c'est cette raison-là. Donc on n'a pas le bilan au 31/12/2023 et au cours de l'année 2023, j'imagine qu'il a certainement un meilleur bilan avec une revente supplémentaire d'un bien qui lui permet d'améliorer son résultat net et d'encaisser les marges sur ces 2 opérations et puis partir sur cette troisième opération. Euh, donc là, il manque cette petite information, je vous avoue. Je ne peux pas vous dire sur le bilan de 2023 de la société. Mais on retrouve un peu les chiffres d'affaires, vous voyez, 110 000, 122 000. Et ouais, j'imagine qu'il y a quelque chose de ce style-là qu'on ne voit pas directement dans les bilans et dans les comptes. Livraison en 2023, livraison en 2023. Donc vous voyez, on a 2 projets sur lesquels il a fait des remboursements. Donc il a dû encaisser les ventes. Mais on ne voit pas le résultat. On a des marges de 35 000, 23 800, donc qui seront sur le bilan de 2023, et puis là c'est pour les opérations de 2024. Donc c'est vrai que quand on arrive sur des collectes 20 janvier, s'il clôture au 31/12 sa boîte, bah, généralement les comptables n'ont pas eu le temps de faire les bilans, donc on peut avoir un état et une situation comptable, mais là on l'a pas, on est limité à ceux de 2022. Au niveau de la caution du porteur, c'est une caution personnelle de 552 000.
sur lequel la personne qui est caution s'engage à rembourser en cas de défaillance de son entreprise et du remboursement à la première brique. Il y a une hypothèque de premier rang. L'hypothèque de premier rang, elle est structurée sur le bien. À l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 46% du montant financé. Ben oui, ben parce que si on reprend les chiffres, on a 500, non, combien c'est le montant du financement, excusez-moi, on va remonter là-haut. J'ai un petit peu zappé le montant du financement, 460 000, 460 000 versus la valeur de l'actif pour donner les bonnes valeurs. Voilà, donc 460, non, c'est plutôt l'inverse, 215 sur 460. Oui, on tombe sur 46,8 de couverture. Sachant que bah, j'imagine que, encore une fois, si on fait juste ce ratio-là, on se dit bah, on a une faible couverture, mais néanmoins, il y a quand même des promesses qui sont prévues, et j'imagine que les frais de travaux vont être financés, mais pas décaissés direct. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller avoir les 265 000 euros qui sont balancés sur le compte de l'opérateur, mais qui vont être sur un compte séquestre et débloqués au fur et à mesure. Donc je pense que ça, c'est un point qui va être précisé dans la plaquette. Donc ça donnera une couverture qui s'améliorera au fur et à mesure du temps en fonction du décaissement. Et puis les ventes vont permettre de réaméliorer cette couverture hypothécaire. Ta, 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 ta. Voilà, les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture. Donc ça c'est OK. Et c'est bien ça, c'est ce que je voyais, l'hypothèque de premier rang. Donc nous procéderons au décaissement des fonds au fil de l'avancée des travaux afin de s'assurer qu'à mesure que les fonds soient décaissés, la valorisation du bien s'améliore. Donc comprenez bien que on va collecter une somme. Cette somme va donner des intérêts aux investisseurs, mais elle n'est pas directement envoyée chez le marchand de biens. Il ne va pas pouvoir s'acheter sa future Ferrari ou sa future Lambo. Il va devoir faire les travaux, surfacture la première brique, enverra l'argent, et donc du coup, ben, la couverture hypothécaire s'améliore parce que la valeur du bien augmente au fur et à mesure que les travaux sont réalisés. Et puis, quand on aura une couverture qui sera encore meilleure, eh bien, on arrivera à la fin des travaux, et du coup, ben, des ventes vont pouvoir se faire et la couverture sera encore plus sécurisée en fin d'opération parce que vous voyez, en fin d'opération, on passe sur une valeur qui est prise sur le chiffre d'affaires, donc une loan to sale, euh, non, pardon, une loan to value au final, donc une valeur de prêt qui est toujours de la même de 460 000 sur le montant final qui est 674, et donc du coup on aura une couverture hypothécaire in fine de 147%. Donc l'aléa, il est durant la phase travaux, et ils vont sécuriser cet aléa par le fait de débloquer progressivement en fait les fonds sur les travaux. Voilà pour les points. Le financement, ben, on en a parlé, il n'y a pas de banque qui participe à cette opération. Alors, on n'a pas l'info pourquoi il n'y a pas de banque, mais du coup, vous avez les meilleures garanties pour vous, investisseurs. Et on arrive à la fin. En termes de délai, juillet 2023, le compromis, pré-commercialisation des lots à l'hiver, ça a plutôt bien marché. Janvier 2024, levée de fonds et achat. Juillet, revente des lots. Donc, il va considérer qu'il y a 6 mois de travaux. Et puis, en mars 2025, le remboursement maximal du projet, sachant que ben, en avançant dans les lots, il a la possibilité de commercialiser les 2 lots restants, que les 4 acheteurs qui n'ont pas encore les prêts vont peut-être les obtenir, je lui souhaite et je lui croise les doigts pour lui, et puis ça va pouvoir vraiment l'aider à avancer là-dessus. Si on revient sur le global, les points faibles, les points forts et la synthèse de la première brique, parce que je voudrais pas que cette vidéo dure 1 heure non plus sur l'analyse de ce projet, on a des points forts qui sont la stratégie de revente cohérente, tout à fait, parce qu'il y a quand même pas mal de promesses qui sont faites, même s'il y a euh, comment dire, des conditions suspensives de prêt. Le senti financier de la société du projet, il parle d'un point fort. Alors, mais j'ai pas trop les éléments de 2023. Je suis un peu entre guillemets réticent sur ce point-là, mais à voir. Par contre, l'expérience du porteur, c'est vrai. Déjà 2 projets, il fait ça à temps plein. Il a accompagné des investisseurs. Il connaît bien la ville. Donc ça, c'est des points plutôt très positifs. La pré-commercialisation à hauteur de 87% du chiffre d'affaires. Oui, mais attention, il y a des conditions suspensives. Sur les points faibles, la couverture hypothécaire faible à l'acquisition, effectivement, ben, on va débloquer progressivement. La marge après frais financiers qui est faible, ça c'est vrai, c'est un point que j'ai mentionné dès le début, 15% après frais financiers c'est faible. Néanmoins, c'est quand même 15% d'un montant de 674 000. Donc c'est quand même cohérent, on a la possibilité de faire des petites baisses de prix. Et je vous le rappelle, si toutes les promesses qui sont signées vont au bout, il reste 2 lots et les 2 lots représentent la marge. Donc on pourra baisser et au pire on tombera à une somme moindre que les 15%, c'est pas le but, mais c'est possible. Alors ce que j'aurais rajouté dans les points faibles, c'est la situation du projet.
de l'environnement du projet proche de cette nationale, je trouve que c'est un peu dommage. Et je trouve que l'aléa travaux à 5% est peut-être un petit peu faible. J'aurais préféré peut-être quelque chose comme du 10%, parce que il y a quand même des points quand on fait de la rénovation où on ne sait pas exactement. Donc si on reprend un petit peu la totalité, on a une marge qui est faible, on a une commercialisation qui est quand même bien avancée, on a un porteur de projet qui a l'air de maîtriser le secteur, maîtriser la situation de sa commercialisation aussi. Il est capable de gérer un projet parce que il a tout organisé et il va gérer les différents corps d'état et les travaux. Il va falloir qu'il soit très vigilant sur cette partie travaux pour pas avoir de dérapage. Il va falloir également un point faible, je pourrais le citer aussi, quand on y revient sur l'urbanisme pas complètement purgé. Donc il y a peu de chance, mais s'il avait un contentieux, ça pourrait être problématique. Donc quand même, il y a pas mal ouais, de points d'alerte. J'avoue que là, je pense que je suis plutôt réservé sur ce projet. Voilà, je vais dire réservé parce que je pense qu'il peut aller au bout, mais il y a quand même plusieurs points euh, d'aléas encore identifiés. Et bah, soit il aurait été présent avec 100% du chiffre commercialisé, sans condition de prêt, puis ça aurait été top, un projet 100% commercialisé, ou en tout cas un peu plus que là, où on a finalement que 50% qui est commercialisé réellement, et les 37% supplémentaires sont en cours et pas complètement pré-commercialisés. Soit avec complètement la purge, notamment au niveau de l'urbanisme, même s'il y a peu de risques, je le conçois, mais voilà. Soit peut-être avec une marge un peu plus élevée. Euh, mais là, je suis un peu plus réservé sur ce projet. Néanmoins, bah, bravo à cet opérateur d'avoir réussi à mener l'opération déjà jusqu'ici, et puis peut-être d'aller encore un peu plus loin avec les commercialisations futures et les travaux. J'ai hâte de voir la suite, de voir s'ils arriveront à collecter, je leur souhaite, pour qu'ils puissent faire l'opération, et de le voir le projet mené à bien. Voilà pour cette vidéo, on en a fini pour ce projet. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce que c'est un projet un peu plus complexe que d'habitude. Sur la ville, on en a parlé de Rombas. C'est sur la plateforme La Première Brique, une collecte dès lundi. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez bénéficier d'un bonus supplémentaire de 2% sur votre premier investissement, vous rentrez le code UHQSG7 lorsque vous vous inscrivez chez La Première Brique et vous pourrez faire votre investissement avec jusqu'à 13% de rendement. Voilà pour cette vidéo. On se dit à bientôt sur la chaîne du Cercle pour de nouvelles aventures de projet. Salut à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires à cette vidéo, un j'aime, un like, un peu de force. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.